Bonjour à tous. Bien le bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. On va patienter juste quelques petites minutes, le temps, voilà, de laisser à tout le monde le temps de nous rejoindre. Maëva, tu as une voix très douce. J'ai Oh, c'est gentil. l'impression d'écouter un podcast de relaxation. C'est agréable un mardi matin à 11 heures. Bah, c'est très gentil. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'ai une voix de radio. Bon, bah, je vois que tu es en forme en tout cas aujourd'hui, donc c'est nickel, c'est ce qu'il nous faut pour ce sujet. Dans le chat, bonjour Patrice, et n'hésitez pas effectivement à nous confirmer que vous nous entendez bien. Ça va être la première chose, c'est le plus important. Bien le bonjour tout le monde. Super. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, dans votre ville, à Paris par exemple, où j'ai cru comprendre qu'il faisait froid. Je te confirme, cette semaine à Paris, on a un peu plus froid. Effectivement, on rentre vraiment, on sent qu'on se rapproche, de la période hivernale. Je dois admettre que je suis un petit peu jaloux de vous qui êtes venus inscrits nombreux d'ailleurs à ce webinaire. Vous êtes peut-être lovés dans votre couette en télétravail et à chercher des sources d'inspiration qui se veulent être les plus concrètes et pragmatiques. Maëva, comment on a dû s'imposer d'aller au bureau, de mettre une chemise, de se raser, de faire bonne figure. Bon, ça va, c'est pour, des choses, voilà, plaisantes, donc on est ravis malgré tout, même si on a dû effectivement, pour moi en tout cas, affronter le froid ce matin, ravis d'être avec vous, et visiblement tout le monde nous dit dans le chat que le son fonctionne super, donc c'est parfait. On va voilà, je pense que petit à petit ça se connecte, donc on va pouvoir démarrer tranquillement, et je pense qu'on va commencer par, se présenter, Eddy. Qu'en penses-tu? Avec plaisir. Allez, je te laisse, la main du coup pour te présenter HDB. Avec joie. Donc moi, je suis Eddy, je suis le fondateur de la société HDB Solutions, qui fêtera ses 10 ans cette année 2026, puisqu'on y est quasiment déjà. On est un acteur spécialisé dans le tourisme et dans la prestation de services, de solutions de relations clients outsourcées. On a un contact center des acteurs du tourisme. Et donc, on accompagne tous les acteurs du tourisme, que ce soit des producteurs comme des hébergeurs, des compagnies de train ou des compagnies aériennes, également des distributeurs, des agences de voyage d'affaires, loisirs, etc., sur différents pans de la relation client et de l'expérience client. Et toi, qui es-tu, Maëva? Qui je suis? Alors, bah, du coup, je suis moi la directrice marketing d'Axialis. Donc j'ai rejoint les équipes d'Axialis il y a 3 ans. Axialis, est un éditeur, de solutions de téléphonie et d'IA, dédié aux services clients. Il faut savoir qu'on est historiquement, opérateur télécom, donc on a voilà vraiment cette maîtrise de bout en bout de la chaîne, des appels, et on a une petite particularité et peut-être un petit point commun, Eddy, c'est qu'on va fêter les 10 ans du virage logiciel chez Axialis en 2026 également. Voilà, donc Félicitations. peut-être un double anniversaire à célébrer ensemble. Il y a de Donc, la place au Stade de France bientôt, je crois. pour parler un petit peu plus, effectivement d'Axialis, donc je disais, on est opérateur télécom, éditeur de logiciels. Donc nous, on a fait le choix vraiment de rester expert de la voix, donc pour couvrir tous les usages, de la voix, du canal téléphonique, et pour accompagner nos clients, donc sur ce domaine avec une maîtrise de bout en bout, comme je le disais, puisqu'on opère, les télécoms et également l'IA qu'on fournit sur nos propres infrastructures. Donc une solution, voilà, française, 100 souveraine, pour répondre notamment aux enjeux effectivement de sécurité des données de nos clients. Et puis on vient s'intégrer, avec d'autres solutions, notamment les solutions, CRM que vous utilisez, donc que ce soit les Salesforce, Zendesk, Easyware et j'en passe, voire vos solutions, propres, que vous avez développées, puisqu'on a aussi des API ouvertes qui nous permettent de venir, voilà, nous connecter à vos outils. Voilà pour la petite présentation, d'Axialis. On a un beau programme à vous proposer ce matin, voilà, autour de 3 grands axes. Si tu veux, voilà, en parler un petit peu, Eddy, je te laisse la main. Avec plaisir. L'objectif est assez simple. Vous consacrez ce mardi 18 novembre à 11 heures du temps
pour s'intéresser aux voyageurs et aux services clients, l'objectif, c'est que vous puissiez ressortir avec quelque chose de pragmatique et de concret. Et d'ailleurs, à ce titre, en fin de webinaire, naturellement, on vous réserve une petite surprise pour que vous puissiez ne pas repartir les mains dans les poches, si je puis dire. Et donc, dans Exactement. cette optique, au programme, comme s'affiche normalement à votre écran, l'objectif, c'est de reparcourir qu'est-ce qui est réellement le voyageur 2026, et il a muté, selon moi. Qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il ne peut plus tolérer, et enfin, concrètement, nous, en tant qu'acteurs du tourisme, que ce soit en tant que distributeur, en tant que compagnie de croisière, en tant qu'acteur dans le voyage d'affaires, en tant qu'hôtelier, en tant qu'acteur de l'hôtellerie de plein air, comment concrètement je peux mettre en œuvre des leviers, des outils, des actions qui vont me permettre de créer plus de désirabilité par rapport à ma marque et mon image de marque vis-à-vis de mes voyageurs qui viennent consommer avec moi. Tout à fait. Et donc, comme disait Heidi, restez bien avec nous jusqu'au bout puisque, voilà, on va faire un petit, balayage de contexte de l'évolution de, voilà, de ces attentes des voyageurs, mais on va surtout vous donner, des axes concrets, effectivement, à travailler pour, préparer, à ces mutations. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on avait envie de vous faire, participer, voilà, et de vous faire, répondre à un petit sondage qui va bientôt apparaître dans l'onglet «Sondages», que vous avez autour de 3 questions. On va commencer par une question assez simple finalement. Selon vous, comment évoluent les attentes des voyageurs? Voilà, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que demain vous devrez à quoi demain vous devrez prêter plus d'attention, selon vous? Alors n'hésitez pas, normalement le premier sondage s'est affiché et je vous invite à y répondre. J'en profite pendant cette réponse au sondage à saluer Alba, que je n'ai pas vue depuis longtemps. J'espère que tu vas bien. Et donc, il va falloir que tu sortes le doigt de ta couette pour aller cliquer sur les réponses du sondage. On vous laisse quelques instants pour le faire. Voilà, je vois que vous commencez effectivement à répondre. Pourquoi c'est important? Parce que bon, forcément, on a aussi, des profils différents de voyageurs, des technologies différentes aujourd'hui qu'on utilise. Donc c'est vrai que se poser la question de, quelles sont leurs attentes, où ils nous attendent, voilà, c'est important. Je laisse encore, voilà, quelques petites secondes pour répondre, mais on voit déjà, alors c'est assez équilibré, mais on voit une légère petite tendance effectivement sur, les nouveaux canaux. Hein, ils nous attendent effectivement sur de nouveaux canaux, ces voyageurs. Donc j'imagine, certainement plus, d'instantanéité et puis de l'IA dont on ne cesse de parler depuis maintenant 2 ans, mais qui devient aussi un outil, dans le quotidien de tout un chacun, hein, que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc effectivement, donc, de l'IA, du contact humain, et c'est rassurant, n'est-ce pas? De savoir qu'aujourd'hui, même si on a, toutes les solutions digitalisées, les automatisations, on cherche encore, du contact humain. N'est-ce pas Eddy? À ce qui paraît. À ce qui paraît. C'est toujours pareil, hein. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. À certains moments dans son voyage, on a des émotions qui sont différentes qu'à d'autres moments du voyage. Et ça ne me paraît pas étonnant que vous, professionnels du secteur, ayez toujours cette perception de la valeur qui fait la signature même de notre industrie, je pense, comparativement à d'autres secteurs. Tout à fait. Donc voilà, on voit que effectivement vous êtes 30 sur les nouveaux canaux, mais assez équilibré, et ce qui est complètement cohérent sur le besoin du contact humain et donc de personnalisation, forcément. Quand qu'on souhaite parler à un humain, c'est souvent qu'on a besoin d'être reconnu en tant que client. On va passer au deuxième petit sondage, qui concerne finalement, les 3 critères de choix principaux, en dehors du prix, bien entendu, qui peuvent pousser, un voyageur, un client en tout cas, à vous choisir en tant que prestataire. Cyril, ton avis est important. Je t'invite à répondre à ce sondage. Alors pareil, on vous laisse, quelques secondes pour y répondre. Nous, on a fait un petit travail aussi, on avait sollicité, ben, des voyageurs lambda,
Donc tout un chacun pour, savoir effectivement alors bien sûr le prix revenait, régulièrement, mais en dehors du prix, quels étaient pour eux, les les critères, qui leur étaient importants, pour, la réserver un voyage. Et vous avez également la dernière petite question à laquelle vous pouvez également répondre, qui était sur les leviers que vous devez, activer. Donc voilà, on vous a mis les 2 questions, n'hésitez pas, voilà, à y répondre. Et on va voir si vous êtes aligné avec, les retours que nous ont fait les voyageurs. Alors vous avez normalement les 2 questions dans l'onglet, donc, sur les leviers à activer pour 2026 et les critères. Voilà, n'hésitez pas à répondre aux 2. Alors, on va partir d'abord sur les critères. Donc 2 choses qui ressortent, même si c'est assez équilibré, c'est la réputation, donc les avis clients, hein. Aujourd'hui, vous estimez effectivement que les avis que vous laissent vos clients, sur le web, sont importants, en tout cas pour les autres voyageurs qui seraient susceptibles de réserver une prestation et également qu'ils recherchent de la flexibilité dans les conditions de réservation, d'annulation. Et je dois dire que vous avez les bonnes réponses. C'est effectivement ce qu'ils nous ont également confirmé. Voilà, on avait 62 des répondants qui nous disaient que, le critère principal pour eux, c'était la flexibilité dans les conditions, effectivement, et à 58 la, réputation et les avis, qui sont laissés par les voyageurs. En troisième position, ceux qui arrivaient chez eux, c'était, la facilité de réservation. Donc ils veulent vraiment une expérience facile, fluide. Voilà, en 2 clics presque, je dirais, j'ai réservé ma prestation et je passe à autre chose sur ma journée qui doit être bien remplie pour la plupart d'entre nous. Maëva, je tiens à saluer ta capacité à gérer un live des sondages. Je pense que la prochaine étape, c'est le 20h de TF1. Écoute, je garde cette option, pourquoi pas. Si tu veux, tiens, nous donner les résultats qu'on a maintenant sur le dernier, petit sondage qui était les leviers à activer pour 2026. Qu'est-ce qui ressort? Dis-nous. Alors, j'en ai aucune idée puisque je ne sais OK. pas où voir les résultats des sondages Alors, 2000. dans le sondage, dans l'onglet sondage, tu as effectivement les résultats. Alors, chez moi, il ne s'affiche pas, j'ai des questions. Alors, peut-être qu'il fallait que je sois bon élève et que je réponde aux questions. Alors Alors, non, tu as un petit œil sur le côté droit, normalement, qui s'affiche. Est-ce que tu l'as bien? je vais te laisser y répondre puisque mes capacités intellectuelles sont modérées en ce mardi matin. Ça marche. Alors je vous donne un peu les tendances en tout cas. Encore une fois, c'est assez équilibré, mais les leviers que vous estimez, intéressants à activer en tout cas pour 2026, donc c'est de la proactivité dans la relation client et on va le voir juste après. C'est effectivement un critère qui peut être important et vous estimez aussi beaucoup, avoir besoin de mettre en place de l'IA conversationnelle. Encore une fois, je pense qu'on est sur un critère et un enjeu de, disponibilité et de réactivité certainement dans la relation avec vos clients. Merci déjà de nous avoir, donné votre avis, sur ces 3 petites questions. Je vous propose qu'on enchaîne et dit effectivement sur un peu le portrait robot du voyageur, hein, que tu nous donnes aussi, les grands axes qu'on a pu nous identifier. Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est qui ce voyageur en 2026? J'imagine, ces voyageurs qui sont comme vous, comme moi, sont des grands consommateurs des réseaux sociaux et aujourd'hui, lorsqu'ils voient les réseaux sociaux, ils ont des expériences visuelles, au travers de TikTok et d'Instagram, des expériences qui sont immersives, luxe dans 99 des cas, sans accroc, avec une certaine, fluidité, une émotion, un partage qui est fort et ce qui est, particulièrement challengeant pour notre industrie, c'est que ces visuels qui, on peut se le dire, peuvent être en réalité consommés peut-être par des milliardaires, des millionnaires, on se doit, ils sont visualisés par des smicards, par exemple, par des personnes qui ont des revenus beaucoup plus modestes, mais qui pour autant
ont une attente d'expérience, qu'ils soient à la hauteur de ce qu'ils peuvent regarder, swiper au quotidien sur les réseaux. Et c'est un véritable challenge pour nous, pour notre industrie, pour nous, acteurs du voyage, puisqu'il faut qu'on arrive à offrir ces typologies de services, ces typologies d'expériences la plus proche possible de ce qu'ils s'imaginent de leur voyage, de leur moment de partage, que ce soit d'ailleurs en voyage dit loisir ou en voyage d'affaires, qu'on puisse leur donner cette sensation de goûter à ce qu'ils voient au quotidien dans la contrainte budgétaire ou dans la contrainte logistique qu'ils ont à réserver. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, je pense que vous l'avez tous remarqué, on voit des comportements de voyageurs qui, dans leur mode de vie, évoluent. Ils vont moins avoir une propension à économiser pour aller s'acheter, particulièrement la Gen Z, aller acheter une première résidence principale. Ils vont vivre un peu plus court-termiste et investir plus, parfois au-dessus de leurs moyens, dans leur expérience de divertissement, notamment dans le voyage. Ce qui est assez frappant au travers de cette logique, c'est que concrètement, ils veulent que cette expérience soit immersive et qu'on puisse les aider à profiter au maximum, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est devenu un incompressible, à être capable de pouvoir partager facilement leur expérience immersive auprès de leur communauté, auprès de leur propre aura. Et à titre d'exemple, il y a quelques mois, j'étais à Dubaï pour un déplacement normalement d'affaires et j'avais un petit peu de temps et je suis parti dans le water park de l'Atlantis, l'hôtel Atlantis à Dubaï, qui est un hôtel iconique et qui a le plus grand parc avec le plus grand nombre de toboggans au monde au sein d'une même structure. Et ce qui m'a particulièrement frappé là-dedans, dans cette quête de fluidité, par exemple, à l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver chez Club Med, on va avoir des bracelets au bras dans lesquels est connectée notre carte de crédit et on ne va pas sortir, garder un sac ou je ne sais quoi pour pouvoir aller consommer des produits souvenirs de la restauration, du bar ou je ne sais quoi. On va utiliser son petit bracelet pour pouvoir facilement, sans accroc, consommer ce qu'on a envie de consommer, profiter simplement. Et ça va même d'ailleurs encore plus loin. Ils utilisent dans ce parc aquatique la technologie avec la reconnaissance faciale pour que en fin de parcours, en fin de journée, lorsque vous avez bien profité avec vos proches, si c'est le cas, alors en l'occurrence, imaginez, moi, je suis allé faire un parc aquatique tout seul, en tant qu'adulte, c'était assez étonnant, mais pourquoi pas. En fin de journée, vous avez des box dans lesquelles on va vous proposer toutes les photos qui ont été prises de vous dans cette journée avec la reconnaissance de votre visage. Donc, vous n'êtes pas emmerdé à avoir votre téléphone ou à demander à des gens de vous prendre en photo. Ils s'en chargent pour vous à différentes étapes dans votre journée et vous n'avez plus qu'à sélectionner pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou éventuellement imprimer, moyennant transaction naturellement, mais imprimer vos photos de cette belle journée que vous avez pu passer. Et donc, on vous aide à vivre cette expérience et à la partager à l'intégralité de votre communauté pour montrer je suis un voyageur qui profite de la vie et voici mon expérience incroyable que j'ai vécue ici. Et ça, c'est Effectivement. notre rôle en tant qu'éducateur de les aider à répondre à ces besoins qui sont devenus, semble-t-il, importants. Oui et effectivement sur la notion d'expérience, on le voit bien de toute façon, les plateformes de réservation aujourd'hui, que ce soit Airbnb, que ce soit Booking, proposent au-delà de la réservation simplement, d'un hôtel, d'un logement, vraiment de réserver une expérience, donc un package, vraiment d'expériences, à vivre au cours de son séjour. Pareil, on va avoir beaucoup plus aussi de voyages, autour des concerts notamment, ce qui est étonnant. Aujourd'hui, avant, on se disait: «Je vais juste acheter ma place de concert». Aujourd'hui, je vais acheter toute une expérience. Je dois venir sur Paris ou sur Londres pour le concert de Taylor Swift, je ne sais pas, mais je vais booker toute l'expérience qui va être autour. Donc on a vraiment cette notion de ce n'est plus un voyage, mais c'est vraiment, toute une expérience, tout un tas d'émotions, que l'on va venir mettre, tout un tas de sens qu'on va venir mettre dans son voyage. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans un pan de notre activité du voyage qui fonctionne très bien sur cette expérience complète, alors vous avez des acteurs comme Staycation qui sont assez géniaux
sur ce sujet, sur les produits voyage expérientiels. Et dans le sport, il y a de plus en plus de packages VIP avec le ticketing, le logement, le transfert, pour que lorsque vous êtes une entreprise, vous êtes un voyageur d'affaires, vous avez besoin d'inviter un prospect ou un client, ce soit une commodité de réserver cette expérience-là, puisque ce qui va être important, c'est la connexion sur place, à quel point on va pouvoir vous créer une expérience mémorable et sans accroc. Super. Et je te propose qu'on passe au deuxième critère, effectivement, qu'on remarque de plus en plus chez nos clients voyageurs. C'est effectivement la notion du tout de suite, sans friction. Et finalement, dans le sondage qu'on a fait juste avant, vous l'avez identifié également, ce besoin de disponibilité et d'être un peu finalement sur les canaux très flexibles, comme le mobile, pour pouvoir répondre aux attentes des clients. Et qu'est-ce que ça veut dire la néoculture, Maëva? C'est tout, c'est la narculture, c'est le tout de suite, maintenant. C'est je n'ai plus la patience d'attendre, c'est je veux réserver mon voyage, réserver mon train sur mon mobile en 2 minutes, tout en discutant peut-être à table avec mes collègues, avec mes amis. Hop, ah oui, c'est vrai, je dois partir pour un voyage d'affaires la semaine prochaine, j'ai oublié de booker mon train. Hop, je l'ai fait en 2 secondes et ça y est, je passe à une autre tâche. Et on le voit effectivement sur les stats qu'on en a pu mettre en avant, c'est la notion du mobile qui prend de plus en plus d'importance dans le mode de réservation. Je crois qu'il y a 10 ans, on devait être à peu près à un quart des Français qui faisaient de la réservation sur mobile. Donc, on voit bien qu'il y a une progression de cette instantanéité et de cette facilité à réserver. Et puis, voilà, les nouveaux canaux dont on parlait, donc WhatsApp, Instagram, Messenger, qui sont aussi des canaux d'attention pour pouvoir répondre à ce besoin de disponibilité immédiate que demandent les clients. C'est exactement ça, cette naoculture, en d'autres termes un peu plus francs, c'est de dire on a des voyageurs qui sont des assistés ou des super assistés. Alors, dans le bon ou le mauvais sens du terme, chacun sa logique et sa raison, mais simplement ce que ça veut dire, c'est que ce voyageur qui n'a pas forcément les moyens de voyager en ultra luxe décide de dépenser 2 mois de salaire pour pouvoir profiter en famille, en couple, avec des amis, ou un voyageur d'affaires qui part en déplacement, il veut qu'on lui mâche le travail, puisque à partir du moment où lui déclenche l'intention, il veut que la suite soit en mesure de pouvoir être administrée, si je puis dire, par les marques avec lesquelles il va consommer son voyage. Et donc, de la réactivité, de la disponibilité où lui, il a décidé de l'avoir. Et je me permets à nouveau de faire un parallèle avec ma vie trépidante de père de famille et 4 enfants. Je voyage prochainement en Asie. Je cherche une croisière dans la baie d'Along. Et donc, je vais démarrer une expérience sur ma recherche sur mon ordinateur portable à la fin de journée au boulot. Évidemment, c'est compliqué. Il y a une pluralité d'offres dans notre secteur qui est très, très compliqué pour le voyageur de faire le tri. Et donc, on va démarrer une expérience sur un site e-commerce, essayer de trouver des informations. On a du mal à trouver. Ça devient désagréable presque d'organiser son voyage. C'est véritablement le cas pour moi. Et donc, on doit se rendre disponible sur le site e-commerce comme une boutique de vêtements. On doit avoir des vendeurs qui sont disponibles sur ces approches-là, mais aussi accompagner ce voyageur dans le canal qui l'intéresse. Et en l'occurrence, tiens, je pars du bureau, je vais rentrer à la maison, je laisse mon ordi au bureau, je veux continuer ma conversation sur WhatsApp depuis mon téléphone portable et peut-être terminer ma réservation en fin de journée à 22 heures. Ça, c'est le véritable enjeu de cette exigence client qu'on doit adresser nous en tant qu'acteurs du secteur. Très clair, effectivement. Et puis, on l'a vu également dans le sondage que vous avez complété, l'humain. L'humain, malgré toutes les connexions, les possibilités, les canaux que l'on a, dont on a besoin et dont les voyageurs demandent de plus en plus voilà, à ce que ce soit mis en place par les services clients, on a toujours envie, dans certains cas de figure, de pouvoir interagir avec un être humain. Voilà, pour se rassurer, pour être accompagné, pour avoir de l'empathie, pour avoir de la personnalisation en plus. Mais on le voit, la techno ne remplace pas l'humain, elle vient l'augmenter.
On est un véritable produit de réassurance en tant qu'humain, si je puis dire. On Tout à doit fait. lever des points de doute parce qu'on est expert en tant qu'acteur et quand on voyage pour la première fois dans une destination qu'on ne maîtrise pas, on a besoin de s'assurer que nos recherches qu'on a pu faire via, ChatGPT, via Google, sont bel et bien les bonnes et qu'on va bien pouvoir profiter de son séjour. Tout à fait. Tout à fait et on l'a vu, hein, aussi nous dans le sondage qu'on a fait, passer auprès des voyageurs, que, ils sont plutôt à peu près 30 ouverts à l'idée de l'IA notamment, dans certaines étapes, de leur parcours de recherche ou de réservation, mais ils sont, une quarantaine de pourcents à vouloir quand même pouvoir parler à un humain, le cas échéant. En cas de blocage finalement, face à un callbot. OK, bah, je t'ai posé 3 fois la question, mais tu arrives pas à me donner une réponse. Je veux avoir la possibilité de dire: «Je veux parler à un humain». Voilà, ne pas être bloqué finalement avec la technologie. Elle peut être utile dans plusieurs cas de figure, mais de pouvoir se rabattre, sur un interlocuteur pour pouvoir bien expliquer sa problématique qui peut être complexe pour le coup, et avoir l'expertise de l'humain pour y répondre. Pour donner quelques chiffres sur cet aspect-là, sur les phases avant-vente, si on prend la partie e-commerce, donc digital, un site e-commerce dans le tourisme va osciller entre 2 et 4 de taux de conversion, donc la part des visiteurs qui vont finaliser leur visite avec une réservation, un achat. Dès lors qu'ils rentrent dans un schéma de relation client avec un véritable humain, notamment par chat, donc sur des solutions de live chat, le taux de conversion moyen est de 18. Donc, il y a une accélération de cette appétence à l'achat dès lors qu'on arrive à lever ces derniers points de doute avec de la réassurance. Ça fonctionne très bien. Et lorsqu'on bascule sur de la voix, on va plutôt être du 10 à 15% de conversion sur des callbots dédiés à la vente. Et lorsqu'on va parler à un humain, on est sur du 33 jusqu'à 55% de taux de transformation d'un appel en vente pour une opportunité commerciale. Et donc, véritablement, on apporte de la valeur en tant qu'humain sur cette phase sensible de volatilité dans laquelle nous, en tant qu'acteurs du voyage, sommes demandeurs de chiffre d'affaires. Tout à fait. Et on en a parlé effectivement également dans le sondage, la réputation. Alors, je pense que si on fait un petit sondage comme ça à main levée, auprès de vous, qui, lorsqu'il doit faire une réservation, donc dans un cadre tout à fait personnel, ne va pas regarder les avis et en priorité les avis négatifs sur un établissement, pour se dire: «OK, cet hôtel me convient» ou «Non finalement, peut-être qu'il faut que je regarde ailleurs». Alors, Eliane, faites comme Mika, si vous voulez répondre, vous pouvez répondre dans la conversation de chat. Ce n'est pas utile de lever la main dans son canapé. On ne le verra pas. Alors donc oui, Mika disait donc je regarde les avis. OK. Eliane sourit visiblement. Donc oui, effectivement, on le voit, hein, 74 des clients consultent des avis en ligne avant d'acheter et 96 hein, des consommateurs mettent un point d'honneur à aller spécifiquement sur les avis négatifs. Donc c'est vrai que la réputation, hein, c'est un vrai critère, de sélection. Au-delà du prix, au-delà de voilà, des conditions de réservation, c'est un vrai critère de sélection entre 2 prestations qui se valent a priori sur le papier. Ce qui va faire la différence, c'est l'influence finalement, des expériences passées de vos voyageurs. Donc il y a on peut alors il y a pas forcément possibilité d'avoir l'expérience parfaite à chaque fois, mais il faut mettre un point d'honneur en tout cas à lorsqu'il y a parfois des expériences qui sont vécues négativement par des voyageurs qui sont exprimés, notamment sur des plateformes, sur des réseaux, mettre un point d'honneur à y apporter une réponse parce que votre réponse sera d'autant plus valorisée par les futurs voyageurs qui viendront consulter ces avis. Et je me permets d'ajouter un point intéressant concernant les acteurs intermédiaires. Certains d'entre vous le sont. Que vous soyez un tour opérateur, que vous soyez une agence de voyage loisirs ou agence de voyage affaires ou un distributeur, tout simplement. Votre e-réputation,
dépend notamment, si vous regardez, vous faites des extractions de vos avis clients, elles dépendent notamment de vos prestataires, de vos partenaires locaux qui vont être, eux, les producteurs, que ce soit un hôtel, un réceptif, etc. etc. Et si votre prestataire partenaire n'a pas fait le job ou a généré une expérience déceptive auprès de vos voyageurs, il peut avoir un amalgame qui soit fait vis-à-vis de votre marque, puisqu'ils vont poster sur la marque chez qui ils ont consommé, puisqu'ils ne connaissent pas nécessairement avec qui vous bossez. Et donc, il est important de répondre à ces avis négatifs pour mettre de la nuance, préciser que vous fonctionnez avec des partenaires locaux, que vous y faites gaffe et que si la situation dérape réellement, que vous prenez des actions correctives vis-à-vis de ce prestataire, donc vous vous dédouanez d'une certaine manière et que vous avez des critères d'exigence particulièrement élevés et que si ça déconne, et ben, votre prestataire, il saute pour en mettre un qui sera à la hauteur. Et donc, bien protéger votre image de marque, malgré le fait que quand on est un intermédiaire, on va gérer de manière générale beaucoup plus de volume. Malgré tout, il faut répondre à ces avis. Tout à fait. Et le dernier axe, effectivement, qui vient impacter finalement les attentes des voyageurs, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a, 4 voire 5 générations qui cohabitent, de voyageurs qui cohabitent, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'ont pas les mêmes, canaux sur lesquels ils sont présents. Hein, tu en parlais tout à l'heure, Eddy, aujourd'hui, effectivement, en tout cas, l'envie du voyage naît beaucoup des réseaux sociaux, des influenceurs qui vont présenter voilà, des contenus dans des endroits paradisiaques et qui donnent envie à des voyageurs de réserver des voyages. Donc, beaucoup, effectivement, aujourd'hui, de la Gen Z notamment, vont planifier leurs vacances en s'inspirant de ce qu'ils voient sur ces réseaux. Aujourd'hui, si on prend le cas des millennials, ce sont ceux qui aujourd'hui utilisent le plus l'intelligence artificielle pour les recommandations, pour la réservation, pour personnaliser un peu des voyages. C'est-à-dire, j'ai envie de faire un road trip en Amérique latine, quelles sont les villes dans lesquelles je dois absolument passer, des idées d'hôtels, etc. Et puis, une autre chose concernant plus, alors tu diras, toi, certainement l'EHPAD, mais moi, je vais dire plutôt les baby boomers et tu en parlais, tu parlais des Gen Z qui aujourd'hui voient à moins long terme et sont prêts à mettre de l'argent plus dans une expérience de voyage plutôt que de s'acheter une résidence. Ben, on a un peu le même effet avec finalement les papis, les mamies qui, plutôt que de se dire je laisse l'argent dormir sur le compte et puis ce sera pour l'héritage des enfants, veulent profiter du temps qu'ils ont encore, profiter de leur famille et sont prêts effectivement à financer des voyages pour toutes les générations, de retrouver les parents, les enfants, voire les petits-enfants, d'organiser un voyage pour toute la famille afin effectivement de créer cette expérience et ce moment de partage. Donc, Ils veulent voyager en famille, mais ils ne veulent pas que les chambres soient trop à côté parce que les enfants, ils font trop de bruit, etc., etc. Donc, on va essayer de trouver une solution pour qu'ils soient dans des étages différents, qu'ils profitent des meilleurs instants du voyage ensemble. tout à fait. Donc, encore une fois, l'utilité d'être là où est votre public, où sont vos publics finalement, parce qu'ils sont multiples, et de ne pas négliger un canal par rapport à un autre, mais de vraiment avoir une notion de complémentarité et de fluidité globale du parcours. On a passé un peu beaucoup de temps quand même sur la première partie, mais voilà, le plus intéressant reste à venir. Donc sur, effectivement, resynthétiser un petit peu, ce que sont les attentes et ce qu'aujourd'hui vos clients ne toléreront plus, hein. Ils ne vont plus vous attendre si jamais vous n'êtes pas prêt à répondre à l'appel, en tout cas. Absolument. Et la première chose, évidemment, qui impose une organisation d'horloger suisse, c'est d'avoir une réponse immédiate et une réponse immédiate qui est surtout pertinente. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir des temps de résolution qui soient longs. Et donc, nous, en tant qu'acteurs du tourisme, on doit regarder sur des phases, on va dire, après-vente, surveiller des indicateurs de performance comme les temps de résolution ou la part de vos tickets, sollicitations que vous allez être capable de répondre dans un premier appel et non plus d'avoir tous ces exercices de suivi. Ça veut dire aussi concrètement d'activer
des leviers comme le live chat, comme des chatbots intelligents sur la partie service après-vente, par exemple, pour pouvoir amener ces premières réponses qui vont leur permettre d'avoir des premiers éléments de réassurance. Et ça va vous demander derrière, intelligemment, d'organiser la structuration de votre réponse avec que ce soit des FAQ dynamiques, un support qui soit réactif. Et lorsque votre organisation, vous vous rendez compte qu'elle fait face à des challenges pour pouvoir y répondre, de pouvoir se dire soit je vais positionner de l'outillage, soit je vais utiliser des équipes déléguées pour pouvoir répondre à ces flux d'activités qui nécessitent une réactivité forte. Tout à fait. Et nous, c'est vrai que chez Axialis, donc nous, on est vraiment sur le canal téléphonique et on a des clients qui se servent notamment de nos SVI pour identifier les motifs d'appels récurrents et se dire, bah, peut-être que certains appels, en fait, n'auraient pas dû arriver au service client. Peut-être que justement, avec des FAQ ou des informations dans l'espace client en amont, aurait permis d'éviter certains appels et donc d'avoir finalement un service client téléphonique qui va se concentrer sur les cas où l'humain est réellement nécessaire. Pareil, ça peut être effectivement d'utiliser le callbot pour automatiser certains appels qui ne nécessitent pas une intervention humaine. Donc, c'est vraiment se servir aussi des outils pour trouver les leviers là où il faut activer peut-être de l'automatisation, là où on a encore besoin de l'humain pour au final apporter une expérience qui soit sans accroc pour le consommateur et rapide dans la réponse, en tout cas. Et si on bascule sur cette attente numéro 2, le principe est assez simple. Aujourd'hui, le voyageur, en fonction de sa maturité et de son étape dans son voyage, est-ce qu'il a déjà réservé ou non? Est-ce qu'il est déjà pendant son séjour ou il est sur le chemin d'arriver dans la destination? Il veut qu'on adapte le canal de communication à ce qu'il semble être le plus pertinent à cet instant T. Et en l'occurrence, lorsque un prospect, un voyageur s'intéresse à vos produits dans cette myriade d'offres, on ne peut plus aujourd'hui lui demander nécessairement de changer de manière de faire. Il a besoin de pouvoir vous contacter là où il vous regarde. Il est sur votre site e-commerce, il doit être en mesure de pouvoir vous contacter depuis votre site e-commerce, par du callback, par du live chat, etc., etc. Et ça, c'est un véritable challenge pour nous de s'adapter aux voyageurs et non pas l'inverse. Tout à fait. Et on va même faire la liaison avec le point 3, c'est-à-dire que oui, il va pouvoir démarrer sa conversation peut-être sur du WhatsApp, mais tout l'intérêt aussi quels que soient les canaux que vous utilisez, d'avoir quand même une notion de centralisation de l'information pour éviter effectivement que, OK, ben, je vous ai déjà envoyé 2 messages sur WhatsApp, là je vous appelle, vous me redemandez les mêmes questions, donc je perds du temps, potentiellement je suis irritée, hein, selon la situation, peut-être que j'ai déjà un irritant, mais que vous êtes en train d'aggraver parce que je me rends compte qu'en fait, je dois tout reprendre depuis le début. Donc c'est vraiment effectivement d'avoir cette centralisation de l'information client, donc dans le CRM notamment, pour pouvoir fluidifier les interactions. OK, je reconnais le numéro, je sais que c'est Monsieur Martin qui m'appelle, qu'il a déjà fait un message sur WhatsApp, un email, je connais le contexte de son appel et donc je me prépare déjà à la réponse que je vais lui apporter. Ce que je peux me permettre d'ajouter sur ce point-là, moi qui gère 170 collaborateurs au quotidien qui vont faire de la vente, du service support, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos équipes, si incroyables soient-elles, pour pouvoir gérer naturellement cette reconnaissance client. Là, il y a une obligation technologique d'outils et d'interface entre vos outils de téléphonie et vos CRM pour pouvoir gérer de manière simplifiée et de manière garantie à chaque occasion de la journée, à ce que cette information et cette synchronisation des points de contact, elle soit faite. L'humain, il n'est pas capable de gérer ça. C'est du pur outillage. Tout à fait. Donc ça fait le lien aussi avec donc l'attente numéro 4 pardon, qui est d'être reconnu. Donc on en parlait effectivement, c'est le CRM, c'est vraiment la mémoire active, de votre service client qui va permettre notamment, quand on est sur de l'appel téléphonique, de pouvoir reconnaître, le numéro du client, avoir la fiche du client qui s'affiche automatiquement pour le conseiller.
hein, qui n'est pas allé pianoter et retrouver rapidement, oui, alors je connais ce numéro, mais je ne sais plus c'est qui, il faut que j'aille retrouver la fiche, voilà. Donc j'ai tout l'historique, j'ai potentiellement le motif de l'appel qui m'est déjà communiqué, je connais les préférences du client, donc j'ai tout à disposition pour pouvoir fournir la réponse la plus pertinente à mon client, la plus personnalisée aussi. C'est parfait, c'est une transition parfaite, je pense, pour la suite. Concrètement, quand on parle de personnalisation, cette personnalisation, elle peut être automatisée à certains égards, mais à un moment, l'humain doit intervenir sur les phases critiques. Et quand on dit, on parle de phases critiques, ce qui est important de considérer, c'est qu'est-ce qui est important pour le voyageur et qu'est-ce qui est important pour vous en tant que marque. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir positionner ce qui génère le plus de la valeur au bon endroit pour le voyageur et pour votre marque. Ce n'est pas nécessairement au même endroit. Sur la phase avant-vente, c'est vous qui êtes demandeur, comme je le précisais tout à l'heure. Donc, il faut que vous puissiez positionner vos ressources à haute valeur, maximiser vos chances de convaincre, de vous rendre désirable et d'activer cet acte d'achat. Et c'est là où vos commerciaux, vos forces vives vont pouvoir amener de l'impact, notamment. Tout à fait. Et je vous propose qu'on passe à la dernière partie. Et OK, on a vu quel est le profil de notre voyageur, quelles sont ses attentes globalement aujourd'hui, mais on a déjà commencé à en parler sur quelques pistes, mais qu'est-ce qu'on doit en tout cas envisager pour pouvoir y répondre? Et pour ce faire, on a imaginé plusieurs temps forts finalement du voyage, donc en amont du séjour, pendant le séjour, en temps réel, et puis on va faire aussi le post-séjour. Donc, si tu veux nous présenter la petite situation qu'on a imaginée, effectivement, Eddy, pour cet avant-séjour. Avec plaisir. L'idée, c'est de garder en tête une chose. On ne consomme pas de la même manière en tant que voyageur d'affaires qu'en tant que voyageur loisir. On ne consomme pas non plus la même établissement, le même chambre, si on prend le prisme d'un hôtel, en tant que couple ou en tant que famille. Et il est important dans son service client, dans son service de vente, donc dans les différents aspects de la relation client, de profiter de ces opportunités de contact pour véritablement collecter des points d'information et créer des profils types auxquels on va pouvoir adresser une réponse qui aura du sens pour ce voyageur. Et en l'occurrence, l'idée, par exemple, lorsque vous avez un voyageur qui va bientôt arriver, c'est une occasion de pouvoir le qualifier, de récolter ses points de préférence et lui dire, bah, tiens, je vois que tu viens vendredi soir dans mon hôtel, vous êtes 2 Pax, vous repartez dimanche, bon, il y a une forte proportion, une forte chance que vous séjourniez en couple, ben, peut-être qu'un dîner romantique, ça a du sens. On fait un autre parallèle, je me permets de m'étendre un petit peu. Ce profiling, il a toute sa pertinence et toute sa logique quand on va tirer un petit peu les traits. Imaginez, si on adresse le même message à tout le monde, ben, il y a des chances pour qu'à un certain moment, ça n'ait pas de sens. Voyageur d'affaires, on va lui proposer un séjour romantique, un dîner romantique, pas certain que ça va marcher. Je vais dans une boutique de vêtements, on va me proposer à moi, Eddie Mimoun, rugbyman, une jupe. Bon, c'est pas très pertinent, c'est un petit peu déceptif. On m'a pas compris. Et donc, cet intérêt vis-à-vis de vos équipes, vis-à-vis de votre CRM, configurer des profils types, pouvoir les préqualifier et avoir des offres adaptées à ces personas de voyageurs pour que ça puisse avoir du sens avant leur arrivée. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, chez Axalis aussi, donc on est sur la voie, depuis le bandeau opérateur des conseillers. Ils ont la possibilité, on peut mettre à disposition finalement des templates aussi de SMS, où en un bouton, ils peuvent déclencher, l'envoi de ces SMS. Ça peut être par exemple, voilà, pour faire une petite synthèse, de l'échange qu'il y aura eu, avec le client, pour qu'il ait tout sous la main, hein. C'est-à-dire, quand je pense les informations clés, c'est, à quelle heure il va faire son check-in à l'hôtel, les numéros de contact en cas d'urgence. On peut aussi, si vous avez mis en place un bouton de callback sur votre site, donc le remettre aussi dans l'email de bienvenue ou sur le portail client pour que pendant son séjour, si il a la moindre question, le moindre problème, il puisse très rapidement aussi vous contacter. Et donc, une fois que ce voyageur est pendant son séjour, lorsqu'on a fait son boulot en phase avant séjour, de connaître notre client
quel est son persona type, on va pouvoir, au travers de WhatsApp, cette fois-ci de manière automatisée, puisque l'objectif, c'est qu'il puisse profiter au maximum sans qu'on vienne l'interrompre de manière intempestive et inutile et longue, lui envoyer des suggestions de restos, d'activités. Et on voit des acteurs comme Club Med, par exemple, qui vont pouvoir faire ça, proposer le bon discours, les bonnes choses pour qu'ils puissent profiter au mieux de leur destination. Et d'ailleurs, les distributeurs, les intermédiaires, souvent oublient cette étape du pendant séjour et confient la responsabilité à leurs prestataires locaux. Et le problème, c'est que on ne maîtrise plus du coup le parcours client, on perd la maîtrise de cette satisfaction et donc vous avez une carte à jouer en tant que distributeur, en tant qu'intermédiaire, de continuer à garder contact avec votre voyageur, que ce soit de manière automatisée, que ce soit par téléphone ou que ce soit par WhatsApp en fonction de la typologie de voyageur et de la typologie de séjour, de garder le fil et de s'assurer à ce que tout se passe au mieux et d'éviter à ce qu'il y ait des points de friction qui vont se transformer derrière en avis négatifs. Tout à fait. Et effectivement, dans le pendant séjour, il y a toute une partie qui vient se faire aussi en amont, pour anticiper la réactivité dont vous avez besoin en cas d'imprévu, pour rester en contact avec vos clients, les informer en continu. Je parlais effectivement du cas d'une grève aérienne, mais on est aussi dans un contexte géopolitique où, on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'il puisse y avoir des difficultés sur, des voyageurs que vous avez envoyés dans tel ou tel des pays. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir mis en place finalement, un peu la cellule d'urgence, les cas de figure où vous avez besoin de pouvoir, 1 être disponible, par téléphone pour eux, donc avec, effectivement des routages prioritaires, hein, un peu soit des clients VIP ou, des clients urgence, soit des SMS automatiques que vous allez pouvoir, leur envoyer ou, pouvoir, voilà, planifier aussi des appels, proactifs encore une fois, pour, ne pas laisser, le client arriver à l'aéroport et se rendre compte que, tous les vols ont été annulés, par exemple. C'est exactement ça, on le mentionnait, l'objectif c'est de faire preuve de réactivité quand les galères arrivent. Le voyageur, gardez en tête, si on revient en arrière, il a cette vision de ce canoë-kayak transparent sur l'eau turquoise et tout va bien et ça glisse. Nous, acteurs du voyage, on sait le casse-tête logistique, organisationnel, d'organisation et de production, il y a des galères. Notre rôle, c'est qu'elles soient le moins ressenties et le mieux adressées pour le compte de notre voyageur. Et donc, vous pouvez utiliser notamment des outils pour pouvoir déclencher des process opérationnels et faire en sorte que les temps de résolution soient les plus courts possibles. Et très concrètement, une signalisation par WhatsApp enclenche de manière rapide une notification à la bonne personne qui a la compétence pour intervenir. Tout à fait. Et donc dans l'après oups, j'ai été un peu trop vite. Dans l'après-séjour, donc il faut alors l'expérience, se vit et s'analyse, je dirais aussi dans l'après-séjour. Donc important de garder un lien, sans être trop, insistant, trop invasif, mais effectivement maintenir ce lien pour que le client, ne vous oublie pas, et garde finalement cette expérience mémorable qu'il aura vécue pendant longtemps. Et un point au-delà qu'il s'en souvienne, qu'il l'ait partagé à sa communauté, il faut qu'il vous laisse des avis. Pour un certain nombre de marques du voyage dont je tairai le nom, nous lançons des campagnes d'appels sortants post-séjour pour pouvoir récolter justement ces feedbacks et inciter ces voyageurs à laisser des avis. D'un point de vue statistique, 15 à 20% post-appel de pré-séjour vont laisser un avis sur les plateformes d'avis, que ce soit Google ou autres, TripAdvisor, Booking et consorts, en fonction de la typologie d'acteurs que vous êtes. Donc ça marche, c'est des leviers qui sont activables et qui ont un impact immédiat sur la désirabilité de votre marque pour le prochain consommateur qui va découvrir votre marque et qui peut-être vous fera confiance. Tout à fait. Alors, on va aller assez vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer au bon endroit, au bon moment, donc sur des règles de routage notamment,
avec des callbots qui vont soit venir traiter directement la situation parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'une intervention humaine, ou alors qui vont faire ce travail de préqualification, donc de récolter le motif de l'appel, peut-être un numéro de réservation du client, enfin toute la donnée dont votre conseiller aura besoin pour derrière venir traiter efficacement la demande. Donc cette intelligence artificielle, elle peut arriver en amont, mais elle peut aussi venir pendant la conversation et surtout après dans l'analyse. Donc pendant la conversation, ça va être effectivement de pouvoir avoir juste après l'appel de la retranscription de cet appel qui va se transformer en résumé d'appel qui est généré automatiquement par l'IA avec des critères que vous aurez prédéfinis, hein, de savoir, voilà, avec un prompt, ce qui est important pour vous de retenir après chaque appel du client, et puis qui va faciliter du coup l'analyse que vous allez pouvoir faire pour récolter du verbatim client, avoir un premier niveau finalement d'analyse du sentiment. Hein, s'il y a des mots-clés qui ont été identifiés où on peut se dire, voilà, le client, il est très insatisfait, donc du coup, on déclenche derrière des actions spécifiques en fonction de ces insights qu'on aura pu collecter. Donc, il y a de l'IA qui peut être utile. Le tout, c'est effectivement de savoir à quel moment, dans quel cas d'usage, l'exploiter et à quelle finalité. Et il ne faut pas forcément penser à l'intelligence artificielle comme un élément le plus avancé possible. Il y a des tricks, des opportunités de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à des cas d'usage relativement simples, sans développer, sans créer des intégrations particulièrement complexes. Et déjà, le prisme de l'automatisation permet de générer beaucoup de valeur au niveau de vos équipes qui vont gérer votre service client. Je vous donne un exemple très concret que nous, on utilise au quotidien chez HDB pour nos agents et nos équipes de supervision. On va utiliser des règles de SLA Breach. Donc SLA qui veut dire Service Level Agreement, qui est votre standard qualité. Par exemple, en combien de temps je veux décrocher un appel, en combien de temps je veux résoudre un ticket, répondre à une sollicitation client. Dès lors que je m'approche de mon standard qualité défini en comité de direction, ça va envoyer un message automatique, une notification au manager pour dire attention, tel client doit lui répondre maintenant. Et vous pouvez avoir des SLA intelligents qui sont en fonction des cas d'usage, en fonction des types de clients. Est-ce qu'il est VIP ou non? Est-ce que c'est de l'avant-vente, de l'après-vente? Et ça va apporter beaucoup de valeur pour prioriser votre effort humain à être positionné au bon endroit. Et à l'inverse, vous pouvez aussi utiliser l'IA pure et dure pour aller vous faire gagner du temps sur un certain nombre de sujets pour vous concentrer sur vos tâches essentielles. Par exemple, chez HDB, on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller évaluer le niveau de qualité de la relation client, qu'elle soit chaude, donc pour de la voix ou de l'écrit. On va faire des use cases, des audits et des grilles d'évaluation par cas d'usage. Et tous nos flux de tous nos agents sont audités toute la journée, 24 heures sur 24, laissant du temps à nos coachs qualité de se concentrer non pas sur l'exercice d'audit, mais sur l'exercice de coaching pour apporter un maximum de valeur à nos forces vives. Tout à fait, et qui est du coup beaucoup plus objectif puisque l'IA va pouvoir analyser l'ensemble des données, des conversations, des emails, etc. Là où forcément, si on devait dédier une personne pour faire de la réécoute, bon, déjà on ne pourrait pas le faire sur tout, et en plus, potentiellement, il y a quand même des biais qu'on n'arriverait pas à éviter. Et donc, c'est vrai que l'IA, il faut aussi la voir comme un soutien réel aux équipes opérationnelles aussi. Parce que pour le coup, ça peut être pendant que je suis en appel avec un client qui me pose une question un peu technique. Ça fait peut-être 2 mois que je suis dans l'entreprise, je suis encore en formation, je n'ai pas toute la connaissance, c'est ce qui est normal, mais de pouvoir très rapidement aller la trouver au bon endroit. Donc, ça peut être via un chatbot qui est accessible uniquement aux conseillers. Voilà, il tape sa question et l'IA qui a accès à toute la base de connaissances finalement de l'entreprise pourra lui dire, ben voilà, c'est telle réponse et si tu as besoin de la source, voici la source sur laquelle tu peux t'appuyer. Donc c'est vraiment trouver un bon équilibre entre l'IA et l'humain pour, encore une fois, faciliter et la relation avec le client et apporter du confort aussi dans l'exercice pour les collaborateurs. Génial!
Allez, on arrive presque à la fin. Je vais passer assez vite sur cette slide, hein, parce qu'on l'a martelé. Je pense que vous l'avez bien compris. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision unifiée du client, un parcours qui soit cohérent pour l'accompagner. Et si on a choisi aussi HDB et Axialis de faire ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que on a déjà l'expérience aussi du secteur, mais qu'on a cette complémentarité entre l'outil de téléphonie qui est Axialis aujourd'hui et l'expertise que chez HDB, vous êtes capable aussi de porter pour mettre en place des process de plus en plus efficaces pour vos clients. Les soldats du voyage. C'est exactement ça. Et donc, évidemment, comme on vous l'a précisé tout à l'heure, l'idée est assez simple, c'est que vous puissiez ressortir avec, au travers de ce webinaire qui a déjà démarré depuis quelques temps. L'objectif, c'est que simplement, vous ayez des éléments activables à la maison, j'entends votre bureau, au sein de votre organisation, pour créer de la désirabilité et de la fidélité client. Pour ça, on vous a préparé une checklist concrète d'actions aux différentes étapes du cycle de vie d'un voyage. L'objectif pour nous, ce n'est pas de vous lire ligne par ligne ces leviers activables. Ce n'est que du concret. Vous aurez le plaisir de le recevoir directement dans votre boîte mail si vous le souhaitez. C'est des choses qu'on vous invite à prendre le temps de regarder. Naturellement, Maëva, comme moi et nos équipes, se tiennent à votre disposition si vous voulez avoir des précisions à concrètement comment on met en place tout ça, comment mettons en œuvre cette exécution, mais vous avez des leviers de différenciation par rapport à vos confrères dans votre métier qui vont vous permettre de briller, de créer de la désirabilité, de créer de l'adhésion et créer des ambassadeurs, puisque le service client, vos clients, peuvent devenir des ambassadeurs et générer des flux entrants au quotidien pour votre activité. Tout à fait. Donc, on vous a préparé 3 checklists. Donc effectivement, c'est cet avant, pendant, après séjour. Une checklist un peu sur les prérequis, justement, pour accélérer voilà, les process et les bonnes pratiques au sein de votre établissement. Et puis, donc, on vous a proposé, donc, pour ce qui est de l'aspect téléphonie, quelques aussi grands points d'attention à avoir pour transformer ce canal qui est déjà un canal chaud en vrai vecteur d'émotion auprès de vos clients. Donc, vous allez retrouver tout ça, si vous le souhaitez, effectivement, après le webinaire. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers les équipes Axialis ou HDB Solutions pour venir creuser et cranter un petit peu plus par rapport à, effectivement, à vos prérogatives, à vos enjeux personnels. Avant de vous laisser, je crois qu'il y avait quand même quelques questions on va essayer d'en prendre quelques-unes. Ah non, Oh non, on répond pas aux questions? oh non, ça fait 1 heure qu'on travaille, ça suffit, hein. Allez, je prends une petite question de Joël. Alors Joël, je crois qu'il nous avait demandé effectivement aussi dans le chat, comment transformer un avis négatif en avis, enfin en opportunité pour l'entreprise. Mais je crois qu'on y a déjà un petit peu répondu. Si c'est pas le cas, Joël, Oui. n'hésitez pas à nous repréciser en tout cas votre besoin. Mais ici, qui nous demandait quels indicateurs permettent d'évaluer la pertinence d'une réponse donnée immédiatement à un client en déplacement. Alors que je relise bien la question pour que je sois sûre que je comprenne le sujet. Une réponse donnée immédiatement à un client en déplacement. Donc, en gros, c'est sur la question du temps réel, comment je peux estimer que j'ai bien répondu, si je comprends bien la question. Encore une fois, vous avez du coup, en fait, dans votre partie outillage, vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent du reporting ou des extractions, tout simplement, pour regarder lorsque j'ai un client qui me contacte, donc le 06 28 je ne sais quoi, est-ce qu'il m'a appelé une fois pour son problème ou est-ce qu'il m'a appelé 5 fois? Combien de temps ça a duré? Et donc la part de vos tickets qui sont résolus dès la première sollicitation, c'est un critère d'efficacité et de réassurance pour vos voyageurs et c'est un indicateur que je vous invite à surveiller. Au-delà de ça, si vous avez des tickets, ça arrive. On a nous, par exemple, dans nos partenaires chez HDB, on a des acteurs qui fournissent du Wi-Fi dans les campings.
Et donc, il y a des problèmes techniques qui arrivent parfois sur site qui nécessitent une intervention et un suivi. Un élément important, c'est si vous avez un ticket qui ne peut pas être résolu, donc un voyageur vous appelle, vous ne pouvez pas le résoudre tout de suite, n'attendez pas que le voyageur vous rappelle pour lui donner un feedback et lui dire que le problème il est toujours pas résolu. Soyez proactif, appelez votre voyageur, envoyez-lui un WhatsApp ou un SMS pour lui dire on vous a pas oublié, le problème est toujours en cours de résolution. Ça, ces typologies de process sont rassurantes pour un voyageur qui se dit qu'il ne va pas passer la moitié de ses vacances à s'occuper d'un problème qu'il a déjà partagé. Tout à fait. J'espère que ça répondait bien à votre question, Joël. Hop, on avait une deuxième question, sur, les limites éthiques liées au profiling fait en amont. Les limites éthiques liées au profiling fait en amont. Alors, c'est une question hyper pertinente. Je ne sais pas qui l'a posée, mais elle est très intéressante. L'objectif n'est pas de fliquer ces voyageurs. L'objectif, c'est de leur apporter de la pertinence dans la consommation de vos produits. Et donc, prenons des cas les plus extrêmes et essayons de voir de la lumière dans l'obscurité. Imaginons, vous récoltez auprès d'un voyageur le fait qu'il est musulman. Bon, c'est pas pour lui délivrer un service pourri parce que vous êtes raciste et que vous voulez mal l'adresser. C'est pas ça l'idée. Enfin, je suppose que c'est pas ça l'idée. Si on travaille dans le voyage, c'est que de manière générale, on a une aspiration à la multiculturalité. Cependant, l'intérêt d'avoir cette information comme quoi quelqu'un est pratiquant, c'est que peut-être il consomme des produits halal, qu'il a besoin de savoir l'orientation de la Mecque depuis sa chambre. Et d'ailleurs, vous allez chez Hilton, vous avez dans les chambres, souvent, vous avez l'orientation où est la Mecque. On vous donne cette orientation-là pour justement que vous puissiez ne pas galérer en n'étant pas chez vous, à savoir quelle est l'orientation, parce que les musulmans orientent leur prière vers la Mecque, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, on va essayer de les aider à avoir un séjour qui soit adapté à leur considération. Maintenant, où est-ce que ça déborde? On a la RGPD qui nous structure ces autorisations-là. Qu'est-ce qu'on est capable et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Pour faire très simple, la RGPD, elle dit une chose, c'est que les informations que vous collectez doivent être utilisées dans la limite de ce pourquoi on vous a sollicité. Vous vendez des tapis, vous n'allez pas utiliser ces données personnelles pour aller vendre des assurances. Ce n'est pas pertinent, il ne vous a pas donné ces données pour ça. Par contre, si par téléphone, il vous partage des données sur la date d'anniversaire de sa femme qui vient à cette occasion, bon, j'ai du mal à imaginer à ce qu'il vous en veuille si vous avez une attention particulière à cet effet. Tout à fait. Encore une fois, oui, l'idée n'est pas d'aller fliquer, espionner vos clients sur les réseaux pour glaner toutes les informations à droite à gauche, mais d'exploiter en tout cas ce qu'ils vous communiquent déjà comme information pour anticiper peut-être des besoins ou en tout cas voilà, pouvoir répondre de la manière des manières sur cette occasion ou les prochaines. Et Super question en tout cas. super question. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble et je vous remercie parce que vous êtes nombreux à être restés jusqu'au bout, donc c'est merveilleux. Merci, merci vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous. Et Eddy, merci d'avoir co-animé ce webinaire avec moi. J'ai été ravie. C'est un plaisir partagé. Merci à toi, Maëva, et aux équipes dans l'ombre qui ont rendu possible ce webinaire qui est du coup disponible grâce à vous, grâce à votre présence et aussi pour tous ceux qui nous voient en replay. Tout à fait. Donc, vous recevrez bien évidemment le replay de ce webinaire. On vous invite à nous laisser votre avis. On a parlé d'avis avis client, de réputation. Laissez-nous un petit avis sur ce webinaire. Donc, on vous a mis dans le chat le lien sur lequel voilà, vous pouvez nous répondre, ce qui nous permettra aussi, si vous le souhaitez, de pouvoir vous envoyer donc, les checklists dont on a parlé et puis voilà, de vous refaire un petit récap de ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci, très bonne fin de journée, bon appétit à tous et à bientôt. Bon après-midi tout le monde, merci encore pour votre présence. Merci Eddy, à bientôt. Salut Maëva, bonne journée à toi.